Étienne Blanc, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas une injure de dire que vous n'êtes pas encore très connu de la population lyonnaise. L'idée de cet entretien, c'est de vous découvrir, et découvrir évidemment et votre personnalité et votre projet. Vous êtes né à Givors, d'une famille de chapeliers, pour reprendre les bases, si j'ai bien suivi. C'est bien ça. C'est bien ça. Mon arrière-grand-père et son frère avaient créé, après la guerre de 1870, une manufacture de chapeaux. À l'époque, les chapeaux se fabriquaient dans l'artisanat. Et l'un des deux était un financier, l'autre était un industriel, un technicien. Et ils ont créé une entreprise. Et en même temps, ils ont créé une société de distribution en achetant des fonds de commerce qu'ils ont appelés les 3-6. Donc ils fabriquaient énormément de chapeaux et ils les vendaient à 3 sous et à 6 sous. Et ils se sont installés au bord du Rhône, dans cette maison du Rhône, qui est aujourd'hui le siège du pôle métropolitain. Donc leur maison est à côté de l'usine. Et alors, qu'est-ce qui a fait votre engagement en politique? Moi, je me suis toujours intéressé à la vie publique. Et il y a quelque chose qui était très amusant. Ma mère était abonnée à Paris Match. Moi, j'étais pensionnaire. Et quand je rentrais le samedi, j'aimais lire Paris Match sous le côté politique. Les événements du monde, les grands sujets. À l'époque, ce n'était pas tout à fait ce que c'est maintenant. Ce n'était pas les photos. Il y avait sans doute plus de fond. Mais ça collait à l'actualité avec des articles assez fournis. Et voilà, j'avais 12-13 ans. Je m'intéressais à la vie politique. Au même titre que quand je suis arrivé en seconde et que je suis rentré au lycée, les sujets qui m'intéressaient le plus, les sujets philosophiques, les sujets politiques, les sujets littéraires et les sujets d'actualité. Alors, j'ai fait mes études de droit à Lyon. Et ensuite, donc, j'ai passé mon examen d'avocat. J'ai fait mon service militaire dans un régiment d'artillerie de montagne à Grenoble. Et ensuite, quand je suis revenu, je me suis installé dans le département de l'Ain pour une raison toute simple. Il y avait très peu d'avocats à Bourg-en-Bresse. À Lyon, il y avait déjà un barreau qui était important. Et moi, je souhaitais avoir mon cabinet. Je suis très attaché aux professions libérales. Le métier d'avocat, c'est un métier où il faut être libre, très libre. Donc, je me suis installé à Bourg pour cette raison-là. Il y avait en plus des avocats qui n'étaient pas sur certains droits. Ils n'avaient pas été formés pour. Le droit social prenait une importance considérable. Le droit pénal, il n'y avait pratiquement pas d'avocats qui faisaient beaucoup de droit pénal. Donc je suis allé sur ces deux créneaux. Et assez rapidement, moi, j'ai un cabinet qui s'est organisé et structuré. Et puis très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait de belles opportunités sur la frontière franco-suisse. Le département de l'Ain, comme vous le savez, par le pays de Gex, jouxte la Suisse. Et j'ai décidé d'ouvrir un cabinet à Divonne-les-Bains. Ce qui m'a fait une spécialité dans le domaine du droit franco-suisse, la convention franco-suisse, mais pas que. Ensuite, il y a eu les accords bilatéraux, où la Suisse s'est rapprochée de l'Union européenne. Et sur toute une série de sujets, c'est le droit européen qui s'est imposé, là, ce qui m'a passionné. Et c'est comme ça que je me suis installé à Divonne-les-Bains. Vous en gardez la conviction qu'il y a des choses à faire avec Genève? Bien sûr. Vous savez, c'est très curieux. Il y a une rivalité entre Genève et Lyon. C'est un peu une rivalité historique issue des guerres de religion. C'est Genève la protestante et Lyon la catholique. Quand François de Sales est mandaté pour catholiciser cette périphérie genevoise, il part de Lyon. Et donc il y a cette raison religieuse. L'histoire explique beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est l'histoire du secret bancaire suisse. Longtemps, Genève a été considérée comme le temple de la complicité de la fraude fiscale, de la complicité de la fraude internationale, de la corruption. Longtemps. Est-ce que c'était à tort ou à raison? Moi, je n'ai pas de jugement à porter. Ce que je sais aujourd'hui, ou il y a quelques années. Complètement à tort. Non, mais les Suisses ont remis de l'ordre. C'est sans doute le pays dans lequel on contrôle le plus les flux financiers, l'origine des fonds qui entrent dans les banques. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les rapports entre Genève et Lyon n'étaient pas excellents pour cette raison. Et puis la troisième raison, c'était une rivalité économique. La Suisse a une fiscalité très attractive et un droit social très attractif. Le Code du travail à Genève, c'est 30 pages. En France, beaucoup plus. Donc cette attractivité
les Lyonnais ressentaient qu'elle n'était pas à égalité de concurrence. Donc il y avait de la jalousie. Et puis la quatrième raison, c'est qu'il y avait à Genève des succès extraordinaires. Du fait du statut de neutralité de la Suisse, le siège francophone de l'ONU qui s'installe à Genève, c'est un atout considérable. Parce que derrière l'ONU se sont installés toute une série d'organismes spécialisés, le Bureau international du travail, l'Office de météorologie, l'Office mondial de la santé, tout ce qui touchait aux droits de douane et à l'économie. Donc c'était un atout considérable que Lyon n'avait pas. Lyon avait une ouverture grâce à Raymond Barre avec Interpol, mais par rapport à Genève, c'est dérisoire. Voilà. Ça ne dit pas ce que Lyon peut faire avec Genève. Alors, ce que Lyon peut faire désormais avec Genève, puisque Genève s'est considérablement rapprochée de l'Europe, vous savez que la Suisse a refusé en 1993, je crois, de rentrer dans l'espace économique européen, mais à ce moment-là, elle s'est lancée dans une discussion avec l'Europe pour avoir un statut particulier. Et c'est ce qu'on a appelé les accords bilatéraux. Donc thématique par thématique, les Suisses ont passé un accord avec l'Union européenne. Et ils ont ouvert leur économie au marché public, ils ont accepté de coopérer aux grands programmes de recherche, ils ont accepté, pour les étudiants, de participer à Erasmus. Donc à ce moment-là, il y a eu un accord spécial pour la Suisse. D'ailleurs, les Suisses ont très très bien négocié. Je ne suis pas sûr que l'Europe ait obtenu de la Suisse autant que la Suisse a obtenu de l'Europe. Alors on voit que vous connaissez bien le département de l'Ain. C'est là où vous avez fait 30 ans de votre carrière politique. Vous avez été presque 30 ans maire de Divonne-les-Bains. Et je crois même que vous êtes à l'origine du gentilé de l'Ain. On dit maintenant les Indinois, les Indinoises. Oui, ma mère était originaire de ce département. Notre cour d'appel était à Lyon, donc j'ai resté très très proche de Lyon. Mais effectivement, j'ai été élu maire de Divonne en 1991. J'ai démissionné en 2019. J'étais maire 28 ans. J'ai été élu une fois, élu 4 fois. J'ai construit la communauté de communes du Pays de Gex, où j'ai été élu 3 fois président. Et ça m'a passionné surtout dans ces fonctions de pilier de la coopération franco-suisse. Vu de Lyon pour le préfet de région, vu de Bourg pour le préfet de l'Ain, c'était très important d'avoir une collectivité puissante. On avait toutes les communes du Pays de Gex réunies dans une communauté de communes. Donc c'est vrai que j'ai acquis l'expérience des collectivités territoriales, présider une assemblée, présider un conseil municipal, la diplomatie aussi. J'étais très présent dans les relations franco-suisses. Et puis ensuite, j'ai été élu conseiller régional en 1992. J'en ai démissionné en 2002. À l'époque, quand j'ai été élu député, j'ai fait 3 mandats à l'Assemblée nationale, où là aussi, je me suis beaucoup intéressé sur le plan diplomatique aux relations franco-suisses et à l'Europe sur ses frontières périphériques, dans ses rapports avec les pays qui n'étaient pas dans l'Union, mais avec lesquels l'Europe voulait avoir des rapports très étroits. Et je me suis fait une spécialité. François Fillon m'avait confié une mission sur la situation des zones frontières françaises, notamment avec les pays qui n'étaient pas dans l'Union, notamment avec la Suisse. Alors, vous apparaissez, on va dire, sur la scène lyonnaise, en tout cas, vous regardez lyonnais avec votre mandat au conseil régional, élu en 92, réélu en 98. Obligé d'aborder, c'est un moment clé quand même, c'est 98. Vous êtes le bras droit de Charles Millon, qui est réélu à la tête de la région avec le soutien du Front National. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque ? Un souvenir épouvantable, parce que c'était une suspicion générale. Quand Charles Millon se fait élire, tout le monde est avec lui. Je rappelle qu'Anne-Marie Comparini, tous les centristes, tout le monde est élu avec lui. Et puis ensuite... Lévy, pas quelques élus qui dénoncent immédiatement un accord avec le Front National. Je ne sais pas qui, c'était marginal. 95% des gens qui étaient sur les listes de Charles Millon sont réélus avec lui et le soutiennent. Et puis ensuite, la politique prend le dessus. Alors, il y a toujours cette grande interrogation. Est-ce que Charles Millon avait passé un accord avec le Front National pour obtenir les suffrages le jour de l'élection du président? Il a toujours dénié, il a toujours dit que ça n'était pas le cas. Seul lui peut répondre. Je ne peux pas répondre à sa place. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que ce n'est pas une période très glorieuse et très, très agréable pour moi. Des amis, des proches
nous ont suspectés, nous ont parfois tourné le dos. Donc non, ça n'a pas été une période très très agréable de ma vie publique. Mais une vie politique, elle est faite de moments heureux, de moments désagréables. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans ces épreuves très très dures qu'un homme politique mature. La politique, elle n'est pas, c'est pas un chemin pavé de couvert de pétales de rose. Et les épreuves sont souvent plus formatrices que les succès. Alors vous dites, seul Charles Mignon peut répondre, mais vous avez eu le temps de faire votre conviction. Ça a été une faute, cette réélection? En politique, on a raison si on gagne. Et c'est vrai que... Quel qu'en soit le prix? Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est quand on juge un acte politique, c'est au résultat qu'on le juge. Et le résultat des événements de 98, c'est que le courant de pensée de Charles Mignon, qui était un libéral, une droite sociale, modérée, une droite européenne, ben ensuite va perdre les élections, à Lyon notamment. Et donc, c'est comme ça qu'il faut juger ce qui s'est passé en 1998. Le résultat était calamiteux pour le courant de pensée qu'est le mien. Moi, je suis un libéral sur le plan économique. Je suis très attaché à des politiques sociales puissantes. Je reste européen. Ça ne veut pas dire grand-chose être européen. Je crois que l'avenir de la France passe par des coopérations européennes très, très puissantes. Et je suis surtout très, très girondin, et de plus en plus. Le succès de la France de demain, c'est une France qui va s'appuyer sur 13 régions puissantes, avec des compétences très, très fortes, et un État qui va s'alléger parce qu'il ne sait pas gérer un certain nombre de sujets. Et ça, c'était les convictions à l'époque de notre famille politique, qui était l'UDF. Et je regrette que ces convictions-là, et que les hommes et les femmes qui les ont portées, ont été ensuite battus aux élections, et que dans la cause de ces échecs électoraux, il y a ce qui s'est passé en 98. Alors, vous avez commencé avec Charles Mignon, ensuite vous êtes retrouvé premier vice-président de Laurent Wauquiez pour poursuivre à la région, deux personnalités qui incarnent la droite de votre camp. Vous êtes, comment vous vous positionnez? Vous êtes assez centriste finalement aux élections municipales, mais fondamentalement assez conservateur? Moi, je suis... pour moi, la définition du conservatisme, la bonne définition, c'est celle de Disraeli. Le conservatisme, c'est conserver ce qui vaut et changer ce qu'il faut. C'est-à-dire que le conservatisme qui conserve tout par principe, il ne m'intéresse pas. La société évolue, le monde change, et le conservateur, il doit, dans ces changements du monde, repérer ce qui est utile pour son pays, pour la société, ou pour le modèle de société qu'il veut défendre, mais il faut qu'il accepte de changer ce qui doit être changé. Donc le conservatisme absolu, ça n'est pas du tout ce que je souhaite. Et oui, je suis conservateur. Et je pense en plus que la France a une histoire. Le conservatisme, c'est aussi un ancrage, c'est des racines. Et c'est une histoire de France à laquelle je suis très très attaché, comme une histoire de Lyon, et de cette région à laquelle je suis très très attaché. Une autre conviction pour moi, c'est le girondinisme. Je suis un Girondin convaincu, parce que je suis attaché au principe de subsidiarité. Je souhaiterais d'ailleurs que l'Europe le défende mieux, c'est dans la Constitution européenne. Mais je crois que notre pays, qui a cette fâcheuse habitude de faire régler par l'État des problèmes qui doivent être réglés par les collectivités territoriales, au plus proche du citoyen, je pense que c'est une idée qui est complètement dépassée. Écoutez, moi ce matin, à 6h30 du matin, je prends BFM TV et j'apprends que l'État va lancer une politique pour éliminer les punaises de lit. Voilà. L'État va lancer une politique pour éliminer les punaises de lit. Enfin, le président de la République n'a pas autre chose à faire que de s'occuper des punaises. Et il y a des événements internationaux qui sont considérables. Il y a ce qui se passe en Turquie, entre la Turquie et la Syrie. Il y a ce qui se passe avec la Russie. Ce qui se passe avec les États-Unis d'Amérique. Ce retour d'un protectionnisme des droits de douane. L'État va s'occuper des punaises de lit. Et bien ça, c'est toute la démonstration d'un État qui marche sur la tête. Mais les punaises de lit, il faut que ce soit les maires qui s'en occupent. Qu'est-ce qu'il va faire Emmanuel Macron? Il va inspecter la moquette de la rue de Rivoli à Paris pour savoir s'il y a des punaises. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Je le redis, il est dépassé. L'État, s'il y a des problèmes de santé dans les appartements, il doit s'occuper des grands problèmes de recherche.
Il y a de la recherche sur le cancer, sur les maladies neurogénératives, mais pas sur les insectes. Alors, conservateur, girondin, européen, pour finir sur vos valeurs, vous êtes engagé auprès de la Manif pour tous. Je ne m'étais pas engagé auprès de la Manif pour tous, je me suis engagé sur un sujet de droit qui m'a toujours passionné. Et moi, j'étais ici, à Lyon, à l'université, et j'avais un professeur de droit civil exceptionnel, qui était un homme remarquable, qui s'appelait le professeur Robert. Je crois qu'il était de Saint-Étienne. Extraordinaire professeur de droit civil. Et avec lui, j'ai découvert l'œuvre qu'était le Code civil. Et cette logique du Code civil, la structuration d'une société à travers un droit simple, clair, sans verbiage, qui structurait et organisait la société française. Et dans l'analyse juridique que je faisais, je disais attention, en autorisant le mariage de couples du même sexe, vous allez mécaniquement ouvrir la porte au droit à l'enfant. Et j'observe d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La PMA est là, demain la gestation pour autrui, on l'annonce. Et je pense que si on veut réécrire un code, mais il faut reprendre le code civil d'origine et réécrire les conséquences du mariage de couple du même sexe sur l'adoption, sur la filiation, sur la GPA et sur la PMA. Parce que si vous ne l'écrivez pas, qui est-ce qui le construit, ce droit? C'est le juge, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc je pense que dans la construction du texte tel qu'il était à l'époque, c'est une énorme erreur. D'ailleurs, dans les manifestations, vous aviez beaucoup de gens qui brandissaient un code civil. Et moi, j'étais sur ce créneau-là. Je n'étais pas sur le créneau, on peut dire, de l'homophobie ou du rejet de l'homosexualité. Moi, vous savez, j'étais un des premiers avocats, à l'époque, on ne le comprenait pas d'ailleurs, à défendre un jeune qui s'était fait massacrer, je crois que c'était à la sortie d'une discothèque, parce qu'il était homosexuel, parce qu'il s'était passé à l'époque. Et il m'a expliqué la souffrance, la marginalisation qui était la sienne. Et je n'ai jamais, dans ma vie politique, eu de propos dégradants ou désobligeants. Mais on ne se refait pas. Moi, je suis avocat, je suis juriste, et je crois à la force du droit. Tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur mes valeurs. Je suis un libéral sur le plan économique. Mais je crois qu'un libéralisme sans règles et sans normes, un libéralisme sans droit, il est ravageur. Moi, je crois à la force du droit. D'ailleurs, quand on regarde bien les choses, ce sont les libéraux et les girondins qui ont construit la Révolution française à son initiale. Et c'est eux qui ont inventé ce droit moderne. Voilà. C'est-à-dire, une démocratie, elle fonctionne avec des règles de droit claires. Quand on s'en affranchit, ou quand les règles de droit deviennent imprécises, le bateau dérive. Et je pense que dans la réforme qui a été faite par Mme Taubira, il y avait les germes d'une destruction, d'une logique de structuration de la société française. Alors c'était très difficile à expliquer. C'était même quasiment inexplicable. Mme Taubira, quand on essayait de lui parler de ça, elle nous récitait 5 strophes d'Aimé Césaire, apprises par cœur la veille. Elle faisait des références un peu échevelées. Et elle ne répondait pas à cette question-là. Vous modifiez le droit profondément, il va y avoir des conséquences importantes, préparez-le, au moins qu'on puisse en parler. On n'a jamais pu en parler. Et alors aujourd'hui, à l'époque vous étiez engagé pour demander qu'on revienne sur cette loi. Est-ce que c'est toujours quelque chose que... Non, je ne pense pas qu'on reviendra sur cette loi. En revanche, je pense qu'il est encore temps de réécrire quelque chose. Par exemple, il y a un sujet moi, qui m'inquiète terriblement, c'est celui de la gestation pour autrui. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste d'Internet, mais on m'a fait découvrir sur Internet ce marché du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur des catalogues qui ne sont pas en France, qui ne sont même pas en Europe, qui sont dans le monde entier, et vous pouvez choisir la couleur de peau d'un enfant en fonction de la personne qui va porter l'enfant que vous voulez. Donc c'est la commercialisation, c'est la marchandisation du vivant. Moi, j'ai toujours été contre la marchandisation. Je me souviens avoir des discussions sur l'affaire du don du sang. Quand il y a eu les graves problèmes en France sur le sang contaminé, on s'est posé la question de faire venir en France du sang venant d'autres pays. Et on a su, à ce moment-là, qu'il pouvait y avoir des dérives profondes. Et qu'à la limite, on pouvait acheter ces produits qui provenaient du corps humain. Moi, je pense que c'est une dégradation profonde
d'une civilisation qui sanctuarise la personne, la défense de ses droits. On ne fait pas commerce avec le corps humain. Et c'est de ça que j'aurais aimé parler avec Mme Taubira. Vous votez un texte, il y a des conséquences, ne pas les préparer, ne pas les anticiper, c'est une énorme erreur. Alors aujourd'hui, le texte est voté, mais il est peut-être encore temps de réécrire quelque chose de puissant sur ce que l'on veut, sur ces sujets essentiels. Est-ce que comme maire, vous êtes prêt à en célébrer? Est-ce que vous avez pris un Maintenant, c'est la loi. La loi est là, moi je respecte la loi. C'est d'ailleurs ce qui me distingue de l'extrême gauche. L'extrême gauche me dit, mais posez un jour la question. Et je crois que vous étiez engagé auprès de la Manif pour tous à ne pas célébrer. Non, je m'étais engagé, à une chose, parce que j'y crois, il faut respecter les convictions des maires. Vous avez des maires qui ne le souhaitent pas. Et je voulais qu'on écrive dans le texte qu'un maire qui ne voulait pas célébrer un mariage, il ne le fasse pas. Et ça, moi, ça me paraissait évident. Je veux dire, ce pays où sous la contrainte, sous la force, mais laissez liberté. Vous avez une dizaine ou une quinzaine d'adjoints qui peuvent célébrer le mariage, mais qu'on laisse la liberté. C'est-à-dire ce souhait qui était celui de Mme Taubira, de contraindre et d'humilier celles et ceux qui ne partageaient pas ses convictions, ce n'est pas du tout mon caractère. En politique, il ne faut jamais humilier. En politique, quand vous avez gagné, vous respectez celles et ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que vous. Et pour moi, c'est une conviction très profonde. Alors, on va arriver à Lyon, je vous rassure, mais juste un mot. Il serait temps. Il serait temps. Juste un mot sur votre carrière de député. Vous avez succédé à Charles Millon en 2002 comme député de l'Ain. Et alors vous allez peut-être faire un autre bilan. Moi, j'ai retenu surtout 3 éléments. Vous avez fait partie de la commission d'Outreau. Vous avez été le premier à porter plainte dans l'affaire Pygmalion, concernant votre parti. Peut-être déjà ces 2 éléments. Est-ce que vous en retenez-vous d'autres? La commission d'Outreau, c'est l'avocat. J'ai été bouleversé par la situation qui avait été faite à un certain nombre de personnes qui ont ensuite été acquittées et dont la vie a été brisée. Et je voulais savoir et comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que l'instruction avait été bien menée? Est-ce qu'on n'avait pas oublié la confrontation qui peut changer les choses, la commission rogatoire qui peut changer les choses, une orientation de l'enquête par le juge d'instruction qui peut changer les choses? J'ai été sans doute un des seuls à dire que cette instruction, elle avait été bien menée. Et selon moi, et d'ailleurs c'est ce qu'a décidé le Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats qui avaient été en charge, je crois, c'est toujours difficile avec le recul, avaient fait un travail qui était un travail très poussé. Mais dans ce dossier, il y avait des faux témoignages. Il y avait un esprit machiavélique d'un ou plusieurs protagonistes qui ont induit en erreur le cours de la justice, qui ont faussé le cours de la justice. Et ce qui m'a intéressé dans l'instruction de l'affaire d'Outreau, enfin dans l'examen de l'affaire d'Outreau, c'était de comprendre comment on avait pu en arriver là et comment, dans un dossier qui était un dossier énorme, moi je l'ai lu de la première à la dernière page, comment est-ce qu'on avait pu semer une telle pagaille dans l'esprit des magistrats, des avocats, et où étaient les véritables dysfonctionnements issus de ces manœuvres. Alors après, c'est un dossier tellement compliqué, moi je pourrais en parler pendant des heures, j'ai repéré un certain nombre de choses. En tout cas, je suis sorti de la commission d'Outreau avec ce que j'étais d'accord, l'avocat est là pour défendre, et je suis sorti avec le sentiment que dans notre droit, le doute doit avoir toute sa place, et que le doute y profite à l'accusé. C'est ce que dit le code pénal pour la cour d'assises. Le doute doit profiter à l'inculpé, et c'est peut-être là où, dans cette affaire d'Outreau, mais en raison de manœuvres, il n'y avait plus de doute. Eh bien, en matière de justice, il faut douter jusqu'au bout. Et en tant que professionnel, j'ai eu des choses incroyables que j'ai connues, où on a une conviction lorsqu'on prend le dossier, et puis quand on arrive au bout du dossier, on se dit, oh là, je me suis complètement planté, je me suis trompé. L'affaire d'Outreau, c'est ça. Alors on en vient à Lyon. C'est pas vous faire un jour de dire que vous avez surtout été numéro 2 dans votre carrière, beaucoup à la région. Vous avez essayé
plusieurs fois d'être numéro 1, mais c'est pas vous qui a été retenu. Est-ce que c'est pour cette raison finalement que vous arrivez à Lyon? Vous dites qu'il y a l'opportunité en fin de carrière, un bâton de maréchal? Vous dites que j'ai toujours été numéro 2. J'ai été maire, je suis numéro 1, j'étais président de comité de commune, je suis numéro 1, j'étais... Bien sûr, oui, mais j'ai été parlementaire, 140 000 habitants, donc quand j'ai voulu être numéro 1, je l'ai été. Mais c'est vrai que vous avez raison, à la région, j'ai essayé d'être numéro 1. Je vous dis que j'étais un Girondin, et je vous le dis clairement, j'aurais aimé être choisi comme candidat. À l'époque, c'est Françoise Grossetête qui a été retenue. Et je ne vous cache pas non plus que quand les élections de 2015 se sont approchées, 8 mois avant, je me suis organisé pour devenir président de région. Voilà. Et puis, j'ai été doublé, je ne sais pas si sur ma gauche ou sur ma droite, par un jeune talent qui était de la même région que la mienne, il était de l'Auvergne, du Puy-en-Velay, et qui avait été ministre, qui a un talent exceptionnel, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et vous savez, en politique, il faut savoir compter. Il y a une commission d'investiture, et très rapidement, je me suis aperçu que Laurent Wauquiez serait investi. Donc j'ai échangé et discuté avec lui, et nous nous sommes mis d'accord pour mener une bataille commune. Je représentais plutôt la région Rhône-Alpes, lui plutôt la région Auvergne. Il devenait le candidat d'une famille politique rassemblée. Et je vais vous dire quelque chose qui a toujours guidé ma vie politique. Vous savez, c'est assez facile d'être identifié, notamment dans les médias, quand vous trahissez votre camp ou quand vous êtes en dissonance avec votre famille politique. À l'Assemblée nationale, si vous voulez être repéré par les grands médias, après les questions au gouvernement, quand toutes les télévisions, toutes les radios sont dans la salle de presse, la salle des 4 colonnes, vous y allez et vous dites du mal du président de la République que vous avez fait élire, ou vous vous marginalisez, vous dites du mal du gouvernement que vous soutenez en votant le budget ou en refusant une motion de censure, vous êtes dissonant. Alors là, vous avez toutes les télévisions, toutes les radios, on aime. Là, comment? Vous pensez à quelqu'un? Si de Lyon, par exemple. Non, mais si je commence à vous citer des noms, il nous faudra plus de 45 minutes. Donc pour moi, ça n'a jamais été mon comportement. Je pense qu'en politique, la fidélité, le rassemblement et la solidité d'une équipe, c'est l'essentiel. On ne réussit jamais tout seul. Et c'est la raison pour laquelle, quand Laurent Wauquiez s'est présenté, et quand il a fait le choix de devenir ce président, j'ai accepté d'être son second. Et je vais vous dire quelque chose, j'en suis aujourd'hui très heureux. Parce que je pense que lui et moi, mais surtout lui, il est le président, on a fait en Auvergne-Rhône-Alpes quelque chose qui ne s'est fait nulle part ailleurs. Et je pense qu'un jour, les Auvergnats rhône-alpins reconnaîtront à Laurent Wauquiez, à sa majorité, peut-être un peu à moi aussi indirectement, pour la responsabilité que j'ai eue dans les finances et l'administration, d'avoir fait quelque chose de considérable, et je dis bien considérable, dans l'histoire des collectivités territoriales françaises. Vous avez beaucoup coupé les budgets culturels, sociaux, de formation professionnelle, alors, qui vous a permis de dégager des marges. Le budget culturel, vous avez assez peu investi au final. Le budget culturel n'a pas diminué, puisqu'il était de 47 millions quand on a été élu, et aujourd'hui il est de 64. Donc il a augmenté considérablement. Comment? Mais les deux budgets cumulés, Auvergne et Rhône-Alpes, en 2015, au compte administratif, c'est 47 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes à 64. On a rajouté au budget culture. On investit comme jamais la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a investi. On vient de dépasser le milliard d'euros. Le rythme de croisière, ça sera 1,1 milliard d'euros. Par rapport à 2015, c'est 400 millions d'augmentation du budget. Il ne faut pas compter en euros d'ailleurs. La bonne unité de mesure, c'est le lycée. On peut construire par an, en continuant à se désendetter, sans augmenter l'impôt, 8 lycées neufs. On peut porter 7 opérations comme le musée des tissus en autofinancement. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous sommes la région de France qui a la plus forte capacité d'autofinancement. Est-ce que les Auvergnats-Rhône-Alpins savent que la capacité d'autofinancement d'Auvergne-Rhône-Alpes est plus élevée que celle de l'Île-de-France? On peut investir plus que l'Île-de-France.
Voilà la réalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, vous connaissez bien vos chiffres sur la région. On va aller sur... Ah mais je Lyon. peux encore vous en aider. J'en doute pas. Et des J'en doute marquants. pas, mais c'est- Non mais c'est pas- le sens de mon propos, c'est de vous dire que la fidélité en politique, la constitution d'une équipe solide, c'est ce qui vous permet d'avoir de bons résultats. La trahison, elle peut parfois vous faire un peu plaisir, parce que vous êtes sous les flashs et sous les spots. Mais pour la collectivité dont vous avez la responsabilité, elle peut être absolument ravageuse. Il faut penser à la collectivité avant de penser à soi. Et alors, vous arrivez à Lyon, comme candidat de droite, faisant constat qu'il n'y avait pas de personnalité qui se dégageait naturellement. Vous avez fait d'abord une longue campagne d'écoute, d'appartement, rencontré beaucoup de Lyonnais, et fait une découverte majeure, l'environnement. Préoccupation numéro 1 des gens que vous rencontrez. Donc, Alors, c'est ça, pour moi, au c'est bout de pas... 40 ans de vie politique, Ouais. vous vous êtes dit, la vraie problématique, finalement, c'est la pollution. Pour moi, ce n'est pas une découverte majeure. Vous l'avez rappelé, tout à l'heure, j'ai été maire. Quand je suis élu maire, il y a 750 hectares sur la commune dont j'ai la responsabilité qui sont construits ou constructibles. J'en ai enlevé 400, il n'y en a plus que 350. Parce que ces 400 hectares, ils étaient sur des zones naturelles, sur des zones agricoles, sur des forêts, sur du bocage. Et je pensais que c'était une atteinte à l'environnement. Quand je suis élu maire, il y a... Depuis 20 ans, ce n'est pas sur l'environnement qu'on vous avait entendu jusqu'à Attendez, présent. peut-être, parce que la presse n'observe pas suffisamment ce que l'on fait. La presse, elle observe plus ce que l'on dit que ce que l'on fait réellement. Moi, quand je suis maire, il n'y a pas de piste cyclable. Aujourd'hui, j'ai un réseau de pistes. Enfin, je suis plus maire. Mais j'ai construit un réseau de pistes cyclables qui permet aujourd'hui de partir de Divonne-les-Bains et d'aller jusqu'à Genève sur des voies en site propre, sur des voies cyclables. Sur la frontière, il n'y avait pas de parking relais. J'ai toujours considéré que c'était un souci pour une métropole comme Genève de ne pas rentrer en voiture. Vous avez là les parkings relais. Donc, il ne faut pas juger un homme politique sur ce qu'il n'a pas dit ou sur ce qu'il a dit. Il faut le juger sur ce qu'il a fait. Et je voudrais aller au bout du raisonnement. Le problème que nous avons en France, à droite, et je parlais tout à l'heure du conservatisme, conserver ce qui vaut et changer ce qu'il faut, c'est que sur cette question environnementale, alors même il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour s'apercevoir que les questions environnementales allaient nous exploser à la figure, je regrette que ma famille politique, ça a été l'UDF à une époque, ça a été l'UMP puis les Républicains, on n'ait pas eu un courant environnementaliste, pas l'appeler écologiste, les écologistes ils veulent monopoliser l'écologie pour eux, mais environnementaliste ou soucieux de la nature dans nos familles politiques. Alors que l'écologie, ce n'est pas un thème qui relève exclusivement de l'écologie ou de la gauche, c'est très transversal. Corinne Lepage, vous n'êtes pas engagé particulièrement. Et quel a été l'avenir de Corinne Lepage ou quel a été l'avenir de Madame Kosciusko-Morizet? Je regrette que ni l'une ni l'autre n'ait pu porter au sein de ma famille politique un message puissant sur l'environnement. Alors c'est vrai en tout cas que vous avez surpris par vos premières propositions parce que très, très porté sur l'environnement. D'ailleurs votre projet là, qui est derrière vous, distribué massivement, surprend parce que la thématique environnementale y est très forte. Je vois pas pourquoi ça surprend, c'est un sujet. Quand les gens vous parlent d'environnement, il faudra leur parler d'environnement. Vous savez, vous avez un autre exemple qui est absolument ravageur pour la droite. Moi, j'ai connu l'époque où, quand on parlait de sécurité, vous descendiez de la tribune, on vous dit « Oula, mais t'es fou, surtout pas ». La sécurité, c'est le Front National, donc t'en parles pas. Ben, le Front National, il nous a éliminés du second tour des élections présidentielles. Donc ne pas parler des sujets qui intéressent les Français, mais c'est aller dans le mur. La politique, c'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de très concret. Vous êtes là pour apporter des réponses aux Françaises et aux Français qui vous disent quels sont les sujets sur lesquels ils vous attendent. Et c'est vrai, vous avez raison. J'ai fait plus de 300 réunions d'appartements dans Lyon. Cette question du réchauffement de la ville, cette question de la pollution, qui était secondaire il y a une vingtaine d'années. On donnait priorité au développement économique, on donnait priorité à la construction, à l'urbanisation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut apporter des réponses. Garder ses valeurs, conserver les convictions que l'on porte, mais en même temps s'adapter à l'évolution d'une opinion qui a des exigences, et vous devez répondre à ces exigences. Donc moi, les Lyonnais m'ont parlé de sécurité, et j'ai un programme très puissant sur la sécurité. Les Lyonnais m'ont beaucoup parlé d'environnement, et j'ai apporté des réponses très précises sur des sujets de fond. Et ils m'ont parlé de démocratie, en me disant, attendez, on vous élit, puis une fois que vous êtes élu, on ne peut plus vous approcher, on ne peut plus vous entendre, on peut seulement vous entendre, pardon, on ne peut plus vous parler.
j'ai parlé de ce que j'ai appelé la démocratie de proximité, c'est-à-dire d'une mairie centrale qui se rapproche des maires d'arrondissement, et j'espère, je ne suis pas candidat à la métropole, mais d'une métropole qui se rapproche des communes et qui se rapproche elle aussi des arrondissements. 3 grands sujets. On va les prendre tous les 3, puisque vous commencez par la sécurité, bien commençons par la sécurité. En quoi votre approche est finalement fondamentalement différente de ce que fait Gérard Collomb, qui a été ministre de l'Intérieur et qui a toujours assumé un discours sur la sécurité? Peut-être qu'il a assumé un discours et que moi j'assumerai les faits et les politiques. Il y a 3 sujets sur la sécurité. Le premier sujet, c'est le nombre de policiers municipaux. Il y en a 350 à Lyon. Et parmi ces 350, il y a une centaine d'ASVP. C'est-à-dire qu'effectivement, policiers municipaux, hors agents de surveillance de voie publique, vous en avez 250. Ça nous place en 63e position dans le classement des villes de France. Je dis que c'est insuffisant. Donc j'ai annoncé que nous recruterions 250 policiers municipaux qui s'ajouteraient aux 350 pour emporter le nombre à 600. Nous serions à ce moment-là dans le classement des premières communes en France dans le rapport entre la population et les effectifs. La deuxième chose que j'ai proposée, c'est de couvrir l'ensemble du périmètre de la ville de Lyon par un système de vidéoprotection. Moi, je n'aime pas raisonner sur les incidents, je n'aime pas raisonner sur les faits. Une politique, elle ne se construit pas sur des événements ou sur des coups. Une politique, elle doit être construite. Mais voici une dizaine de jours, vous avez une jeune femme qui est sur le pont Morand. Un homme s'approche, lui demande une cigarette, elle refuse. On la prend et on la précipite dans le Rhône en crue. Ensuite, la police municipale cherche à savoir ce qui s'est passé. Elle lance un appel dans la presse pour savoir si quelqu'un a vu quelque chose. On a l'impression qu'on traite ces sujets graves comme Vidocq, sous la Troisième République, traitait les affaires de sécurité publique. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, dans Lyon, à l'heure où on se parle, vous avez quelqu'un qui se promène, quand on lui refuse une cigarette, il précipite celui qui l'a refusé, ou celle, en espèce qu'il a fait, dans le Rhône. Et je me dis que pour apporter une réponse, on est sur des méthodes complètement dépassées. Oui, il faut des caméras dans Lyon. Il y en a 500, j'ai proposé qu'il y en ait 1500. Et le troisième sujet, et j'y suis très attaché, c'est la confiance et le soutien que vous apportez à une police municipale. Je suis frappé, pour avoir rencontré ces policiers de la police municipale, mais aussi de la police nationale, je suis frappé de voir combien ils ont besoin d'être soutenus par le politique. Quand il y a un incident, quand il y a un problème, ils ont besoin d'être protégés. C'est la raison pour laquelle ils seront équipés de caméras pour filmer leurs interventions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de suspicion sur la police, c'est elle qui est violente, c'est elle qui a tort, et c'est elle qui viole la loi. Eh bien, faire fonctionner un système de protection des Lyonnaises et des Lyonnais sur ce fondement-là, c'est une énorme erreur. Il faut redonner confiance à notre police, à la police municipale notamment. Et c'est la raison pour laquelle je ferai en sorte, quand il y a des incidents, qu'elle soit protégée. Moins de PV pour stationnement automobile, si je comprends, plus de... Non, parce que le stationnement automobile, je dis, vous avez d'autres méthodes que les ASVP, les agents de surveillance de voie publique, pour faire respecter la loi. Le système de vidéoprotection, il sert aussi à ça. Hein, quand vous grillez un feu, c'est plus un agent, c'est une caméra qui repère que vous avez grillé le feu. Hein, quand vous restez un quart d'heure de plus sur un stationnement et que vous n'avez pas le droit, il y a des systèmes qui automatiquement le repèrent. Donc moi, je préfère ce système-là et je souhaite que mes ASVP, ils exécutent des fonctions de police municipale plus que de taxer les automobilistes qui commettent des fautes. Il y a d'autres systèmes pour le faire. Alors vous connaissez les deux reproches qui sont faits aux caméras de vidéosurveillance. D'une part, il y a l'idée d'un Big Brother, d'une surveillance permanente de nos actions dans la vie. Et puis, il y a un argument plus pragmatique qui est que ça coûte très cher et que ça n'empêche pas la commission des actes délictueux. Les caméras de vidéoprotection n'empêchent pas. Elles peuvent faire un peu de prévention. Quand vous avez un attroupement, quand vous avez un incident, vous intervenez plus rapidement et vous pouvez éviter le pire. Mais les caméras de vidéoprotection, elles luttent contre l'impunité.
les images, elles ont force probante devant un tribunal. Et quand vous dealez de la drogue dans la rue, quand vous vendez des cigarettes illégalement dans la rue, la caméra, elle le repère. Alors la question, c'est Big Brother. D'affaires qui sont élucidées comme ça. Eh bien, c'est bien. D'affaires, oui, on se donne les moyens, mais pour les autres, c'est compliqué. Eh bien, c'est bien le sujet. Eh bien, c'est le sujet. Et quelle autre solution ? De continuer le laisser-faire ? D'accepter qu'on vende de la drogue sous les portes cochères de Lyon et que la journée, pour ne pas se faire prendre, qu'on la stocke dans les copropriétés où vous n'êtes pas copropriétaire, où vous avez le code de la copropriété et dans les gaines de service, on pose de la drogue en venant s'alimenter dans la journée. C'est ce que me disent les Lyonnais. Vous ne pouvez pas mettre de caméras partout. Mais vous pouvez surveiller le domaine public. Et quand vous avez quelqu'un qui deal de manière ostentatoire sur le domaine public de la drogue, mais il faut sanctionner. On ne peut pas avoir une république dans laquelle la vente de drogue est interdite et sévèrement réprimée, et puis ensuite un système de sécurité qui se prive des moyens de répression de ces trafics-là. Pour moi, la pire des choses, c'est de voter des textes pour lutter contre des fléaux, et une fois qu'ils sont votés, de se priver de les utiliser. On a un système qui marche sur la tête. Alors l'autre question, c'est Big Brother et l'utilisation détournée des images. Mais là aussi, c'est un sujet. Moi, je pense que la surveillance du domaine public, ça n'est pas attentatoire aux libertés. Ce qui est attentatoire aux libertés, c'est d'utiliser et de détourner les images prises à d'autres fins. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement en France ? Celui qui détourne, celui qui viole la loi, celui qui utilise des images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été prises, quelles sont les sanctions ? Qu'on me dise aujourd'hui en France combien de sociétés, d'agences ou de particuliers qui ont détourné ces images à des fins commerciales ou à des fins personnelles, combien ont été sanctionnés ? Ça ne se compte même pas sur les doigts d'une main. Voilà. C'est ça le sujet. Ça n'est pas attentatoire aux libertés. Si on est capable, quand on viole la loi, de sanctionner celui qui viole la loi. Alors, première priorité, sécurité. Deuxième priorité, vous avez dit la démocratie de proximité. Vous réinventez la démocratie directe. On a l'impression d'avoir un peu tout entendu, tout est essayé en la matière et globalement, les citoyens s'éloignent. Il y a deux choses. Le citoyen lyonnais, il s'éloigne un peu de son conseil municipal, de son maire, ou peut-être excessif ce que je dis, mais il critique le système actuel pour une raison simple. Quand vous avez dans votre rue un problème de sécurité, vous allez à la mairie de votre arrondissement et vous aimeriez avoir là l'élu qui vous apporte une réponse, et c'est pas nous, c'est la mairie centrale. Quand vous avez un problème de propreté, vous aimeriez avoir à la mairie d'arrondissement quelqu'un qui vous dit oui, les poubelles n'ont pas été ramassées, votre rue est sale, la rue n'a pas été balayée, vous aimeriez avoir quelqu'un qui vous dit on va faire le nécessaire. Hein. On dit c'est pas nous, c'est la métropole. Donc il faut construire un fonctionnement de la ville dans lequel la mairie d'arrondissement, son maire et ses élus sont entre guillemets réhabilités. C'est pas grave d'avoir une compétence propreté centralisée à la métropole. Encore faut-il que dans l'exercice et la mise en œuvre de cette compétence, il y ait une déconcentration, il y ait une décentralisation sur les mairies d'arrondissement. Donc c'est le premier sujet. Et ce sujet, moi, il me paraît d'importance. Et le deuxième sujet, c'est la consultation des Lyonnais. Vous avez eu tout à l'heure, vous avez rappelé que j'avais une expérience politique. Oui, j'ai connu l'époque dans laquelle, quand vous aviez pris la responsabilité d'une commune, vous aviez, avant les élections, conçu un projet, vous arriviez devant les habitants de votre commune, devant les électeurs, vous disiez voilà quel est mon projet. Ils votaient pour vous, pendant 6 ans, ils vous fichaient la paix. 6 ans après, si vous vous représentez, ils disaient oui, c'était bien. Ce temps-là, il est révolu. On est rentré dans le temps de la co-construction des projets politiques. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous feuilletterez mon programme, vous ne le verrez pas, mais il faut que vous en soyez assurés, il est le fruit de ces réunions d'appartements dont vous avez parlé, de ces échanges que j'ai eus avec des associations, de ces échanges que j'ai eus avec des syndicats, de ces échanges que j'ai eus ici avec des personnes qui parfois poussaient la porte
pour me parler de sujets comme la sécurité, comme la propreté, comme le verdissement de la ville. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon projet, je propose de constituer ce que j'ai appelé les jurys des Lyonnais, sur un certain nombre de sujets particuliers. J'ai un très très beau projet qui s'appelle Influence, sur les bords du Rhône. Et bien ça, je veux le co-construire avec les Lyonnais. Je veux travailler très en amont avec eux. Ça vous intéresse? C'est bien. Comment on peut le faire? Ensuite, je vais le construire avec eux. À expliquer, ben oui, le chantier va se passer comme ça, et on va le suivre ensemble. Et puis après, l'évaluer avec eux. Est-ce que notre politique a été bonne? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on l'arrête? Et je pense que la démocratie moderne, elle est comme cela. En plus, les systèmes de consultation sont de plus en plus performants. La dématérialisation des échanges permet de le faire avec beaucoup plus de facilité. Et enfin, troisième priorité, mais qui est plutôt première dans votre document de campagne en tout cas, la question de l'environnement. La première proposition qu'on retient, c'est la canopée. Oui. 500 000 arbres plantés dans l'agglomération dans un mandat. Ça a fait dire à vos adversaires que c'était 10 parcs de la Tête d'Or et que c'était pas raisonnable. Oui, d'abord parce qu'ils n'ont pas lu le programme, mais je comprends, ils ont une espèce de précipitation dans la critique. Et je les comprends. Je les comprends parce que sans doute, ils s'aperçoivent aujourd'hui, à l'approche d'une élection, qu'ils n'ont pas été très actifs sur ce sujet-là. 90% de la ville de Lyon, quand vous avez enlevé les grands parcs, de l'espace urbain est minéral et imperméable. Voilà. Les Lyonnais vous disent, l'été, la ville devient invivable. La pollution de l'air, on est une des villes de France qui a le plus grand nombre de jours d'alerte pollution. Voilà. Alors évidemment, quelques jours avant l'élection, on se dit, oulala, il y a le feu à la maison. Donc au lieu d'apporter des réponses, on critique le programme de son concurrent. Mais ils auraient dû le lire, parce que moi je n'ai pas proposé 500 000 arbres. J'ai proposé 500 000 arbres et arbustes. Dans ces arbustes, vous avez le verdissement des cours intérieures, vous avez le verdissement des balcons. Je suis allé à Paris, je suis allé observer à Paris. Comment? Et c'est Mme Hidalgo qui l'a fait. D'où mon ouverture d'esprit, vous l'aurez noté. Elle a verdi des façades. Elle a fait en sorte que des copropriétaires plantent des bacs et que dessus on plante des plantes grimpantes qui évitent aux murs, dans la journée, de chauffer pour conserver une chaleur que la nuit aujourd'hui n'amoindrit plus. La nuit à Lyon ne rafraîchit plus. Voilà. Donc on a fait cette proposition. Et alors, chose curieuse, après avoir été critiqué, même parfois un peu moqué, je regarde le programme de mes concurrents, de David Kimmelfeld. Lui, il plante 500 000 arbres sur la métropole. Mais il en plante 500 000. Très clairement, je ne pense pas qu'ils se sont inspirés de moi. Il a quand même dû jeter un œil attentif. Et la concordance des deux chiffres de 500 000, ça me laisse entendre que mon programme, il n'est pas aussi ridicule que cela. Alors, on va rendre honneur pour une fois à votre prédécesseur comme candidat de la droite, Dominique Perben. Vous savez qu'en 2008, il avait proposé, sur la question de la pollution, qui marquait comme un vrai problème, de reconquérir le port et de la rive. Et en gros, de déplacer aussi, à terme, le couloir de la chimie. Parce que la pollution à Lyon, ce n'est pas des arbres qui la font disparaître. Est-ce que, par rapport à cette problématique que vous avez bien observée, votre projet ne manque pas d'ambition? Les arbres, ils ont un mérite, c'est qu'ils rafraîchissent la ville. Les arbres, ils ont un autre mérite, c'est qu'ils captent les particules fines. Les arbres, ils ont un autre mérite, les arbustes aussi, c'est qu'ils transforment le carbone en oxygène par la photosynthèse. Donc je pense qu'il faut des arbres. Je pense en plus que l'arbre, il nous rappelle quand même d'où on vient. L'homme, il a un rapport avec la nature, il a un rapport avec la verdure. Faire des villes complètement minérales dans lesquelles ce rapport est coupé, n'existe plus, n'est plus visible, je pense que c'est une énorme erreur. Et puis ensuite, il y a des travaux importants qui pourront être faits sur des espaces pour reconstruire des parcs. Je ne l'ai pas mis dans mon programme. Et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas mis. On souhaiterait que Lyon soit un peu comme Londres ou comme Berlin, qu'il y ait partout des parcs et de la verdure. Mais quel est le coût? Quand le mètre carré de surface construite est à 1200 ou 1300 ou même beaucoup plus pour certains quartiers de Lyon,
Je parle de l'incidence du foncier sur le mètre carré bâti. Ça veut dire quoi, clairement? Ça veut dire qu'il faut faire un programme raisonnable. Et que ce programme raisonnable, si c'est laisser entendre qu'on peut trouver dans Lyon 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 hectares, écoutez, on a travaillé sur le sujet. En l'état actuel des choses, c'est difficile. François-Noël Buffet le propose sur le secteur d'Oulin. Et je trouve son idée particulièrement pertinente. Mais c'est sur Oulin, et je suis candidat à la mairie de Lyon. Donc j'ai voulu un programme pratique et pragmatique. J'ai pas voulu faire des promesses. J'ai pas voulu jeter des gomme-mouches. J'ai voulu que ce que je propose, ce soit faisable. Eh bien, le verdissement de Lyon, ça prendra du temps. La déminéralisation de Lyon, ça prendra du temps. La transformation de ces espaces de goudron, de béton et de granit en espaces de verdure, ça prendra du temps. Mais c'est une question de volonté politique. Et cette volonté, dans mon équipe, nous l'avons. Et vous n'êtes pas dans l'idée de baisser la pollution? D'ailleurs, vous gardez les grands projets d'infrastructure, et ça vous fait un point d'accord avec Gérard Collomb, puisque vous gardez le périphérique, une nouvelle infrastructure dans le poumon vert de l'agglomération qu'est l'Ouest lyonnais aujourd'hui. Et vous pensez que ça a une incidence sur la pollution? Aujourd'hui, les voitures, elles sont bloquées sur Gorge de Loup pendant des heures pour traverser Lyon et ensuite rejoindre le secteur de Pierre-Bénite et de Saint-Fond. Elles ne vont pas disparaître demain. L'idée d'avoir une communication entre le secteur de Gorge de Loup, qui est un secteur terriblement pollué en raison de l'encombrement du tunnel de Fourvière, elle n'est pas sotte. Elle me paraît même très pertinente. J'ajoute une chose, c'est que, c'est un sujet métropolitain, mais vous m'invitez à en parler. J'ajoute une chose, c'est que les métropoles, elles existent comment? Mais elles existent par la communication. Une métropole, si vous avez des ruptures entre l'Est et l'Ouest, mais elle n'existe pas, ou entre le Nord et le Sud, elle n'existe pas. Le rôle d'une métropole et des collectivités, des exécutifs qui portent une métropole, mais c'est d'assurer ces communications, ne serait-ce que pour une chose, mais c'est pour assurer la communication domicile-travail. Vous avez beaucoup de gens qui habitent dans l'Ouest lyonnais et qui vont travailler dans l'Est. Vous faites comment? Vous les laissez traverser Fourvière ou la Croix-Rousse? Il faut bien apporter des réponses à ces sujets-là. Et il n'y a plus d'infrastructures. On aurait aujourd'hui des métropoles dans lesquelles la mobilité serait plus la préoccupation, mais la métropole de Lyon, qui prend la suite de la communauté urbaine de Lyon, son objectif essentiel, c'est d'assurer cette mobilité. Bien sûr par les transports publics, mais pas que. Tout le monde ne prendra pas des transports publics. Des transports publics, on pourra bien faire ce que l'on veut. Il n'y en aura pas partout. Il y aura des parkings relais en périphérie. Mais il n'y en aura pas. La voiture, elle aura toujours une place. Sans doute plus faible, mais elle aura toujours une place. Et ne pas lui proposer de circuler, enfin, c'est chimérique. Alors ça vous fait pour le coup un vrai point d'accord avec Gérard Collomb. Avant de vous laisser, j'aimerais quand même éclaircir un point. François-Noël Buffet s'est inquiété, semble-t-il, que vous puissiez passer une alliance avec Gérard Collomb, à Gérard Collomb la métropole, à vous la mairie de Lyon. Vous avez démenti en disant qu'il n'y avait pas de discussion, que vous vouliez arriver en tête, mais je n'ai pas entendu dire que vous excluiez une mais moi je suis très clair, moi j'ai pas besoin d'alliance. Le soir du deuxième tour, j'aurais gagné la ville de Lyon. J'ai pas besoin d'alliance. Et regardez bien les sondages. C'est votre manière d'éviter la question. Non, j'évite pas la question. Je vais gagner la ville de Lyon. Vous vous posez une fausse question, je vous fais une vraie réponse. J'ai pas d'alliance, j'ai pas de discussion. On me dit, mais vous discutez avec David Kimmelfeld. Il y a même des gens qui disent, mais il paraît que vous discutez avec les Verts. Voilà. Et c'est pas plus qu'avec Gérard Collomb. Je n'ai pas de discussion. Voilà. Alors, en revanche, dans le monde des commentateurs, on dit, mais il sera bien obligé de discuter. Mais moi, je vous le dis très clairement, je ne discute pas. Mon objectif, c'est de gagner la ville de Lyon. J'espère que pour François-Noël Buffet, c'est exactement la même chose. Je sais en tout cas que chez nos concurrents, ils veulent gagner seuls. Sinon, vous ne faites pas de politique, vous faites autre chose. Moi, je me suis engagé, au début d'ailleurs, c'était très curieux, on disait, mais Étienne Blanc, un de vos collègues journalistes, un jour m'interviewe à la télévision, il dit, mais pourquoi vous venez? Je dis, pourquoi vous me posez des questions? Il me dit, mais vous n'avez aucune chance. Les Républicains, aux élections européennes, ils ont fait 8%. Je lui dis, mais ça veut dire quoi, votre question? Mais vous allez faire 8%. Voilà. Eh bien, on se donne rendez-vous
le soir du premier tour, mais mieux encore, le soir du deuxième tour. Donc c'est encore une fois une manière de ne pas Non. répondre à la question. Donc c'est la réponse de premier tour. Vous ne posez pas d'interdit de discussion pour le deuxième tour. Ah, mais pour le deuxième tour, c'est pareil. J'aurai une politique, une ligne. Je veux gagner 4 ou 5 arrondissements pour être majoritaire et pas avoir besoin d'alliance. C'est pas plus compliqué que cela. Alors après, il y a les commentaires sur les sondages. Les sondages, je vous recommande de les regarder avec un peu de distance. Hein. Vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas d'alliance? Je vous dis pas ça, je vous dis que j'ai gagné tout seul. Voilà, je suis très clair. Je vais gagner tout seul. Et c'est pour ça que je fais une campagne. Mais il reste quelques semaines, mais on va l'amplifier encore. Et vous savez, je suis très présent dans la rue. J'organise de plus en plus d'échanges et de réunions dans les appartements. On m'écoutait un peu, on me donnait quelques suggestions. Je peux vous assurer que le climat a changé, profondément changé. Je vais gagner la ville de Lyon. Ce qui entretient cette idée, c'est qu'on voit la force des Verts en face et que dans votre électorat, ça suscite parfois aussi une inquiétude. Et que finalement, une alliance contre les Verts, entre vous et Gérard Collomb, alors que vous avez un certain nombre de points communs, ne paraît pas invraisemblable. Mais je pense que vous vous trompez complètement. Gérard Collomb n'est pas candidat à la ville de Lyon. J'entends et je lis dans la presse que je vais m'entendre avec Gérard Collomb. Mais il n'est pas candidat à la ville de Lyon. L'art parfois, mais je vous respecte infiniment les questions que vous me posez, enfin c'est quand même parfois de se faire des nœuds au cerveau. Il n'est pas candidat à la ville de Lyon, je peux pas dire le contraire. On me dit, mais vous discutez avec Gérard Collomb, mais mon adversaire c'est Yann Cucherat. Alors, voilà, posez-moi des questions là-dessus, mais vous me posez des questions chimériques sur des chimères. Je ne peux pas vous répondre. Donc je vous dis que toutes mes équipes, que tous les dispositifs que j'ai constitués vont continuer et vont amplifier cette campagne électorale. D'ailleurs, il paraît que ça inquiète un peu mes contradicteurs. Même eux s'aperçoivent que je peux gagner la ville. Ah, c'est parfait. Et je pense qu'ils ont raison. Voilà. Et en tout cas, ils ont raison de s'inquiéter. On a eu beaucoup de réponses, mais on n'aurait pas plus de réponses que mes confrères sur cette question. Merci. C'est moi qui vous remercie, tout le moment, et cet échange très agréable. Merci.